bienvenue à cette édition d'Info.tv, c'est l'Express de ce mardi 2 février. Et qui dit 2 février dit le jour de la marmotte. Bonjour et bienvenue à cette édition de Dans une farce. Je refaisais le jour de l'émission de la marmotte. Ah oui, je comprends. Avec Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Moi, je parlerai pas de la journée de la marmotte. J'essaie d'être drôle. Alors, on aura un printemps hâtif selon la marmotte de la Gaspésie. Il y a un hiver long selon la marmotte des États-Unis. Alors, choisissez votre camp, tout le monde. Oh oui, il y a comme deux discussions, là. Oui, il se Ça passe marche quelque chose. Et c'est aussi la journée de la Chandler. Alors, on mange des crêpes pour souper. Tout va bien aller. Ouais. Il s'en passe des affaires dans le mois de février. Zoé, tu nous Oui. en parleras plus tard. Oui, on va effectivement. commencer par un bilan de la COVID. Oui, cas de COVID-19 en ce 2 février 2021, l'état de la situation selon le 6 du Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, un nouveau cas pour un total de 1471, 0 décès. 3 hospitalisations en lien avec la COVID-19. 1425 personnes sont maintenant rétablies et 222 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 1er février 2021. La Matapédia, on n'a aucun cas, nouveau cas aujourd'hui, Ouais. puis pour un total de 50. Donc, ça a augmenté un petit peu depuis vendredi passé. Oui, de ce que j'ai lu, il y a 16 cas qui restent actifs dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, vous nous écoutez, mais en même temps, ça se peut que vous nous écoutez en différé, parce qu'en même temps, là, à 5 heures, M. Legault tient son point de presse et on le sait que sur l'heure du souper, c'est des nouvelles importantes. Oui, alors ça devrait être un plan qui nous dit un peu qu'est-ce qui va se passer après le 8 février selon les régions. Oui, On le sait pas. on tente de nous faire à croire qu'on va retourner dans la zone orange, mais plus de détails bientôt. Oui, Oui. Donc, le mois de février, c'est un mois rempli. Alors, c'est un mois vraiment rempli. oui. Tout le monde a décidé de faire sa semaine spéciale là. Alors, semaine de prévention du suicide, c'est du 31 janvier au 6 février 2021 prochain. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez un site Internet à l'écran, numéro de téléphone et vous pouvez suivre la page Facebook de Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. On parle pas juste des personnes aussi qui vont pas bien, là, qui ont besoin d'aide, mais aussi Oui. l'entourage. C'est vraiment important. Oui. Ensuite, il y a aussi le mois de l'histoire des Noirs. On prend le temps de partager l'histoire, les cultures, les parcours, les défis et les succès des Québécoises et Québécois des communautés noires. Dans le fond, vous avez une programmation d'activités organisée aussi par le Bas-Saint-Laurent. Vous avez le site Internet en bas de l'écran. oui. Ensuite, il y a la semaine des enseignantes et des enseignants. Bon, on les remercie toujours d'être là, Oui. bien sûr, mais là encore plus présentement parce qu'avec les différentes mesures sanitaires, c'est quelque chose pour eux. Ça a commencé hier, alors on prend le temps de les remercier. Et c'est la 8e édition du défi 28 jours sans alcool qui a commencé hier. Alors, c'est créé par la Fondation Jean Lapointe. Oui. Et c'est ayant pour thème, prenons une pause bien méritée ensemble pour nous et les jeunes. Alors, si vous voulez faire un mois sans alcool, c'est le moment. Oui! Merci Zoé. On va pouvoir décortiquer ces semaines-là davantage au courant de la semaine et du mois de Oui. février. Il y a des nouveautés aussi dans les activités extérieures. Une nouveauté vraiment spéciale que je ne m'attendais pas, un feu Oui. extérieur à côté de l'anneau de glace Oui. dans la cour de l'Arena d'Amkoui. Oui. Il n'y a pas vraiment d'horaire, là. Le feu sera allumé en fonction de la demande. Donc, mais c'est une très bonne idée. Super, ben bravo à toutes les municipalités qui ont su innover en offrant des activités extérieures. Ça n'arrête pas, là. Félicitations. Merci beaucoup Zoé. On se retrouve tout de suite après la pause avec des entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine. L'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne par rapport à l'intimidation que les élus vivent et j'en parle avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Allô? Je voulais beaucoup te parler aujourd'hui parce que ça a sorti la semaine passée que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, lance la campagne qui se nomme « La démocratie dans le respect »
par respect pour la démocratie. Bon, cette campagne, avec cette campagne, l'UMQ souhaite dénoncer l'intimidation que vivent de nombreux élus au cours de leur carrière politique, puis aussi en même temps inciter de nouvelles personnes à s'investir en politique municipale, parce qu'on sait en plus qu'en novembre prochain, c'est les élections. Donc, j'aimerais ça savoir, toi, en tant que préfet de la MRC de la Matapédia, comment tu trouves cette idée? Bien, c'est évident que dans un contexte d'élus, dans lequel on est élu pour prendre des décisions. Des décisions, c'est pas toujours facile à prendre. Il y a des dossiers, on le sait, plus fragiles, plus sensibles auprès de la population ou de certains organismes ou entreprises et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on se met un peu sur la scène publique, puis on livre nos états d'âme, nos façons de voir, nos façons de penser, qui des fois ne reflètent pas nécessairement la pensée personnelle, mais plus la pensée politique, soit de la population, soit de ton conseil de municipalité ou de MRC. Donc, on est sujet, je vous dirais, à la controverse, on va le dire comme ça, à la critique aussi, on le voit. Mais ce qui est particulier, moi, je suis élue depuis 2009, puis ce qu'on voit particulièrement au fil des années, évidemment, les médias sociaux amènent le citoyen ou les personnes à davantage s'exprimer, à avoir... puis avec la pandémie, je ne sais pas si... la pandémie, oui, peut-être que ça explique une chose, mais je vous dirais que de moins en moins, on voit de filtres chez les gens. On accuse les élus, on peut utiliser des mots méchants ou on les attaque personnellement, des individus qui se donnent pour la communauté au meilleur de leurs connaissances, au meilleur de leurs possibilités, de leur cadre, parce qu'on est très encadré comme élus aussi. Donc, c'est sûr que ça devient éprouvant, des fois, ça amène des gens à faire attention. On dit cette personne-là n'a pas été politiquement correcte ou bien tout simplement, elle n'a pas la gueule de bois. Mais quand ça sert un peu ta philosophie comme citoyen, c'est bon. Puis quand ça ne la sert pas, la position, elle ne sert pas ce que tu penses, c'est plus bon. Puis c'est pas la position qui est plus bonne, c'est l'individu. C'est beaucoup, c'est intense. Émotionnellement, là, je te dirais qu'effectivement, des fois, il y a des situations qu'on vit, ça vient nous chercher beaucoup. On oublie souvent la personne humaine derrière l'élu. On pense que l'élu, il est blindé, il fait ça, il faut qu'il accepte ça. Puis, fait que c'est un peu... effectivement, je pense que c'est une campagne qui est à propos. Effectivement, je travaille aussi à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, donc qui est une union municipale aussi, là, un peu de la même nature que l'UMQ. Et puis, je travaille sur un comité femmes et politique, où on parle justement aussi à intéresser plus de femmes à faire de la politique. Quand on est une femme en politique aussi, il y a des stéréotypes, il y a des pensées qui sont là. C'est pas toujours facile non plus. Quoique être un homme en politique n'est pas nécessairement facile, mais être une femme en politique, je dirais que c'est plus touché des fois. Il y a des attentes envers la population qui est différente d'un homme, d'une femme, dépendamment de ton poste aussi. Quand tu es maire ou quand tu es conseiller. Il y a différentes choses comme ça qui rentrent en considération. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de les différences des attentes des citoyens envers une femme? Je vais t'en donner une très flagrante, puis pas trop sensible. Par exemple, je vais dans un gala. Je vais dans un gala, si j'ai pas une nouvelle robe, si je suis pas bien coiffée, il y a des chances qu'on me dise qu'est-ce qu'elle faisait là, puis tu sais, l'image, tandis que mon collègue qui pourrait être d'une autre MRC, par exemple, va porter une habit que ça fait 12 galas qu'il fait avec, il a juste changé la chemise et il n'y a pas de problème. Oui, on va même lui dire « c'est beau, il récupère ses vêtements, c'est bon pour l'environnement. » C'est un exemple un peu banal, mais c'est un peu ça aussi. Si une femme va porter une opinion ou lever le ton, on n'a pas le même jugement que si un homme frappe sur un bureau parce qu'il est fâché. Fait que c'est un peu... Puis c'est pas nécessairement envers le politique en particulier. Je te dirais c'est un peu aussi dans d'autres secteurs, les affaires, des choses comme ça. Mais dans le monde municipal, moi, je croyais pas, à ma première élection, je croyais pas que ce fossé-là existait toujours.
J'ai été élue en 2009. Je pensais dans ces années-là qu'on était au-dessus de ça et tout ça. Malheureusement, je suis obligée de dire que j'ai vécu dans le cadre de ma fonction des événements comme celui-là qui fait que je me suis aperçue qu'être une femme en politique, c'est différent. Je suis dans ma 12e année de mandat. Ça n'a pas été problématique, mais on voit de plus en plus, hein, on voit, là, il y a sur les médias sociaux ou dans les nouvelles aussi, il y a une nouvelle, le citoyen est de plus en plus proche de ses élus. Les élus sont de plus en plus proches de leurs citoyens. Puis moi, je favorise ça aussi. Mais ça crée un canal aussi plus étroit à ce niveau-là aussi. Donc, on va chercher de plus en plus la position ou des consultations. On consulte nos citoyens, on demande l'avis de nos citoyens. Ça amène aussi des éléments où les divergences d'opinion peuvent être plus frappantes ou plus précises, on va le dire comme ça. Mais c'est difficile des fois de détacher le professionnel du personnel, puis, parce que veut pas, c'est ta personne aussi. Là, ce qui est dénoncé plus, c'est vraiment les choses inacceptables, le manque de respect total, même les menaces, hein, il y a des élus qui ont des menaces. Et puis là, qui ont même fait appel à la police, à la Sûreté du Québec, parce que les menaces ont été trop loin, là. Oui. Bien, même dans des conseils municipaux, des fois, la Sûreté du Québec assistait à des réunions de conseil parce qu'il y avait vraiment un climat très tendu entre le conseil et les citoyens. Mais vous savez, ça se vit aussi entre élus. On le voit dans d'autres MRC, puis je vais en nommer un qui est quand même sur la place publique. On a vu là, une conseillère municipale à Rimouski, entre autres, qui a été comme expulsée des comités pléniers de son conseil. C'est sûr que là... Voilà, puis là, ben, c'est sûr qu'elle se sent persécutée, harcelée, tout ça, mais je veux dire, je veux pas rentrer, je veux pas émettre d'opinion sur la question, là. Je veux juste démontrer que ça se vit aussi des fois entre élus, entre eux, la pression des pairs sur le maire ou sur l'inverse, le maire qui met de la pression sur ses conseillers, ça se voit aussi. Puis la limite est fragile, on le sait, c'est comme dans un cas de harcèlement psychologique. C'est difficile de cerner la ligne, elle est où, parce que souvent on va penser, par exemple, le maire a une autorité, donc il fait juste affirmer son autorité, mais des fois les comportements peuvent devenir harcelants ou justement là, faire atteinte à l'intégrité d'une personne aussi. Mais la limite, la ligne est très mince, c'est difficile. On dirait que les réseaux sociaux permettent d'être plus transparents. Peu importe, je pense que vous êtes plus proches, les élus, vous êtes plus proches des gens. Mais au même moment, effectivement, la population, on dirait qu'on s'en enlève un filtre. Oui, mais il y a aussi le seuil de tolérance. Comme individu, moi, je peux avoir un seuil de tolérance plus mince, par exemple, que le tien, Zoé. Toi, tu pourrais accepter un commentaire que moi, je ne pourrais pas accepter, par exemple. Il y a il y a différents éléments comme ça aussi qui rentrent en considération. Oui, puis aussi, présentement, avec la crise sanitaire que nous vivons, j'ai l'impression que les gens sont moins patients. Donc, j'imagine que des fois, ça fait du bien de peut-être s'acharner sur nos élus, puis... Mais une divergence d'opinion, ça s'exprime. Mais il y a des façons de l'exprimer. C'est pas en menaçant quelqu'un ou en attaquant quelqu'un qu'on peut faire valoir son point de vue, je pense. Mais en général, en tout cas, moi, je vous dis, dans ma tapédiole, en général, ça va plutôt bien. Des fois, il y a peut-être... Des fois, des gens vont te dire quelque chose aussi, puis, tu sais, quand je disais le seuil de tolérance, la communication, c'est la base, hein, on le sait, c'est quelque chose de primordial. Fait que quelqu'un va utiliser un vocabulaire ou une façon de t'aborder qui va venir t'attaquer, tu vas te sentir attaqué, alors que pour quelqu'un d'autre à côté, pas du tout, ça n'a pas été un ton, ça n'a pas été il l'a pas pris au même niveau ou interprété de la même façon. Fait que, mais je pense que il faut quand même dénoncer ça. Moi, je suis plutôt en faveur de cette campagne-là parce que c'est pas toujours facile de faire ce qu'on fait comme élu aussi.
Moi, j'ai toujours comme conviction que les élus le font de bonne volonté, ils le font à cœur, ils le font avec leur cœur, ils mettent souvent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils prennent des décisions non pas pour plaire ou pour déplaire, mais plus pour avec l'information qu'ils ont pour essayer de faire une différence dans leur collectivité, dans leur communauté, mais au moment où ils l'ont pris. Le meilleur exemple, si on regarde pendant la pandémie, au printemps dernier, il y a des décisions qui ont été prises qui ne pourraient pas se prendre nécessairement actuellement parce qu'on a maîtrisé davantage les événements, on connaît davantage le virus d'ailleurs aussi. Tu vois, c'est un peu ça dans les situations. Oui. Pourquoi que la campagne sort présentement? J'ai l'impression que peut-être présentement, les décisions que le gouvernement du Québec prennent sont un petit peu plus loin. C'est peut-être plus dur aussi de rentrer en contact avec eux. Est-ce que vous avez l'impression que des fois, ils le font par l'entremise de vous? Bien, moi, je te dirais plutôt que la campagne actuelle, elle est basée sur un élément qui est le recrutement de nouveaux élus. À chaque élection, on le voit, puis on pourrait relever les statistiques des 2-3 dernières élections au niveau municipal, on s'entend. Il y a des sièges vacants, il y a des sièges où, justement, personne ne se présente. Hein? Ça, Fait que ça, on voit aussi des élus qui sont là depuis beaucoup d'années, qui sont renouvelés dans leur mandat sans opposition. Okay, ouais. On voit, donc, c'est pour essayer de tenter de rapprocher les gens, puis d'intéresser des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, donc la population en général, à s'investir en politique. Et le climat actuel, comme je le dis, on le voit, on aime mieux s'asseoir et être capable de critiquer que de se faire critiquer, puis d'être dans les chaises de commande, puis de se faire critiquer. Donc, c'est un peu humain. Il y a différentes raisons, mais je dirais que la campagne, elle est là aussi pour justement sensibiliser les gens à cette réalité-là, puis de dire, c'est quand même... Moi, je suis une vendue. Je ne pourrais pas dire que j'aime pas la vie d'élu, puis de participer à l'action, à la dynamique collective. Mais il y a ses pendants positifs, il y a ses pendants négatifs. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un élu n'a pas à accepter certains comportements, certaines façons de se faire aborder, certaines situations, comme Chantal Lavoie, dans sa vie personnelle, n'a pas à accepter non plus. Non, donc, mais c'est parce que aussi la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est deux choses différentes. Mais je pense que ça vient avec le travail d'être une personnalité publique et représenter la population, de se faire dire un peu... par les citoyens, qu'est-ce qu'on aime moins, mais il y a des places pour ça, comme les conseils municipaux, exemple. Mais il y a des façons de le dire aussi. Il y a des façons de le dire aussi, mais comme se présenter, bien là, présentement, c'est virtuel, là, mais poser des questions durant les réunions, les réunions du conseil, etc., moi, j'ai toujours eu mon téléphone, toujours été disponible aussi. Je retourne mes appels. J'essaie de garder ce lien-là, de répondre à une question. Ça se fait répondre à des questions, puis de se faire dire tout simplement, Madame Lavoie, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis capable de le prendre, puis je peux c'est dans nos droits de le faire aussi. Mais me faire traiter de plein de noms parce que j'ai pris une telle décision ou j'ai dit telle chose, ça, c'est pas acceptable. Oui, ça n'a pas sa place. Je pense que c'est un peu ça aussi qui est dénoncé pour dire aux gens, malgré tout ça, ayez pas peur, impliquez-vous, faites quelque chose. Puis c'est vraiment... c'est exigeant de faire cette tâche-là, oui, mais je veux dire, c'est tellement gratifiant aussi. Puis nos collectivités, ça a un impact direct sur ce qu'on vit comme citoyen, comme matapédien aussi. Et c'est là l'importance de tout ça, parce que qui de mieux que nous, comme matapédiens ou comme membres d'une communauté de la Matapédia, pour être capable de voir ou de travailler à faire avancer notre communauté ou de répondre à des besoins ou de nos gens chez nous. Il y a d'autres moyens que les réseaux sociaux pour faire entendre sa pensée et la façon de le dire aussi. Mais vous êtes ouverte, vous êtes ouverts, les élus, à écouter ce que les citoyens ont à dire. Vous êtes là pour ça, mais il y a toujours un moyen de le dire. Donc, vous, dans la vallée de la Matapédia, vous avez l'impression que ça va quand même bien au niveau de... écoutez, en global, en général, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cas d'exception. Hein. Il y a des situations parfois qui peuvent arriver. Sur des territoires. Non, parce qu'on voit d'autres élus, des maires, exemple, dans d'autres municipalités, que même les médias embarquaient, que ça allait loin. C'est pour ça que je dis ça. Nous, dans la vallée, ça va relativement bien pour l'instant. Mais oui, effectivement, il y a toujours
Ou il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est peut-être mieux de ne Si pas on savoir. prend ce que le maire de Matane a annoncé en disant qu'il y a eu une lettre de menace, qui a déposé une plainte à la Sûreté du Québec. S'il ne l'avait jamais dit, on l'aurait probablement jamais su. Non, c'est ça. Ça dépend fait aussi. que ça, il y a des choses quand même aussi qui se font. Puis ça, malheureusement, je trouve ça très triste, ce comportement-là, parce que, comme je le dis, que le maire de Matane, il y a des gens qui peuvent l'aimer, il y a des gens qui ne peuvent pas l'aimer, mais il accomplit sa tâche dans la mesure du possible, puis de ce qu'il est comme individu, mais de ce que son conseil, de son organisation mène aussi. Recevoir des menaces, c'est fort. Là. Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, merci beaucoup d'avoir abordé avec nous aujourd'hui ce sujet de la campagne de l'UMQ, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt après le couvre-feu. Ça serait intéressant de se parler, de voir si ça va se prolonger. Après le 8 février, parce qu'on ne sait pas pour le couvre-feu. On le sait pas. Donc, je pense que ça va être ça notre prochain sujet. Merci, au revoir. Parfait, bonne fin de journée. La ville d'Amqui a décidé de changer d'emplacement son hôtel de ville et j'en parle avec le maire d'Amqui, Pierre Damour. Bonjour, Monsieur Damour. Bonjour, Madame Zoé. On a su une bonne nouvelle la semaine passée que vous avez l'intention de changer d'emplacement à l'hôtel de ville d'Amqui. Oui. En fait, donc, c'est un dossier qui date de plusieurs années, mais il fallait d'abord régulariser la situation du côté du garage municipal. Donc, au cours des derniers jours, les employés au niveau des travaux publics ont eu accès au nouveau garage municipal. On est bien heureux de ça. Donc, la suite des choses, le second projet majeur pour Amqui, c'est vraiment prendre une décision au niveau de la réfection de l'hôtel de ville. Alors, c'est un dossier qui date, comme je le mentionnais. Il y avait plusieurs scénarios sur la table. Une nouvelle construction, l'achat d'un bâtiment avec réaménagement, la réfection de l'emplacement actuel ou bien un projet, là, ce qu'on appelle une annexe, donc s'en aller du côté du centre récréo-culturel pour regrouper là les services administratifs des loisirs, mais également tous les éléments administratifs là, liés aux opérations de la ville. Donc, c'est l'option qui a été retenue par le conseil municipal. Pour une question de déménager à la récréo-culturelle, à la place? Il y en a une question de synergie. Okay. Et pour le reste, toutes les autres options, on était toujours autour des mêmes coûts. Donc, on parle de scénario financièrement, là, tout ça se ressemble, mais il y a l'effet de synergie, il y a l'effet aussi d'avoir accès aux besoins d'une salle, à la grande salle communautaire. Donc, on trouvait là un élément intéressant. Et je vous dirais que il n'y avait pas de volonté du conseil de faire des ajouts. Donc, il restait la réfection ou la relocalisation, mais la réfection, on avait là aussi des enjeux majeurs, là, parce qu'on restait toujours avec une problématique d'infiltration d'eau à la crue printanière. Alors, l'idée pour le conseil, c'était pas d'augmenter les bâtiments, mais bien d'aller profiter là, de ce qu'on appelle un effet de synergie en s'en allant du côté du centre récréo-culturel. Alors, voilà. Donc, la décision. Est-ce que c'est un problème que vous aviez souvent, l'infiltration d'eau? À l'hôtel de ville? C'est sûr qu'à chaque printemps, là, il y a des pompes qui sont installées là en permanence et ça dure un certain temps. Donc, le sous-sol est en bonne partie isolé, une bonne partie du printemps et évidemment, les odeurs qui en découlent. Bref, ça demeure un enjeu. 2017 a été très particulier. Les gens se souviendront là, de l'année 2017, le printemps 2017, alors que pas uniquement à l'hôtel de ville, mais l'ensemble du secteur. Il y avait de l'eau qui s'était retrouvée sur l'avenue du Parc. Donc, on est dans une zone inondable et ça, je pense qu'on devait régulariser cette situation-là. J'imagine que chaque année, il y a comme des coûts rattachés à ça aussi. Donc, oui, il y a des coûts, mais c'est aussi des inquiétudes, à quel moment, des odeurs. Donc, c'est... Puis l'autre élément majeur, il faut juste se souvenir que le bâtiment dans lequel on est actuellement, bien, c'était construit en 1967. Oui, 1967. Oui, donc... c'est un centre culturel à l'origine, donc ce n'est pas un bâtiment qui est adapté pour accueillir des bureaux administratifs. Donc, une salle de pause contient uniquement un comptoir. On est à l'étroit. Il y a une grande salle, mais aucune autre salle de travail. Donc,
on est limité là, au niveau de notre capacité de travailler, d'organiser le travail de façon adéquate. Donc, en la relocalisant, là, on y voit plusieurs éléments positifs. Puis la place récréo-culturelle, juste expliquer, c'est bien où qu'il y a la piscine municipale, le curling, puis aussi on se rappelle qu'il y a beaucoup de locaux dans le sous-sol, je sais, comme libre. Donc, je pense que vous allez peut-être réutiliser quelques locaux. En fait, non, on ne se rend pas sous la salle communautaire. Donc, pour les gens qui connaissent le bâtiment, là, on pourra voir, là, mais on utilise le même accès principal qu'on a actuellement pour accéder à l'ensemble des services. Donc, on prend le grand stationnement là, du centre culturel et de l'aréna, on entre dans le bâtiment et l'agrandissement, il faut se souvenir que les bâtiments ou les services administratifs des loisirs actuellement sont sur notre gauche lorsqu'on entre dans le bâtiment. Donc, c'est là qu'on va aller voir les aménagements supplémentaires. Donc, on va se servir d'une partie de l'administration des loisirs, mais c'est à cet endroit-là, spécifiquement, là, qu'on va ramener l'ensemble des effectifs administratifs. OK. Puis, il va y avoir de la construction aussi. Vous allez agrandir. On parle d'annexe. Oui, on parle d'un projet d'environ 3 millions de dollars. Donc, c'est un bâtiment d'annexe, un agrandissement qui va être sur 2 étages, quelque chose de bien, mais comme je dis, là, toutes les options qu'on avait sur la table, on parlait de 3 millions. Et bien sûr, c'est un projet sur lequel on va aller chercher des aides gouvernementales de l'ordre du 2/3. Là. Bien, c'est important pour vous de dire que ce ne sera pas 100% à la charge des contribuables. Absolument. Tout comme le garage municipal, on a eu l'aide gouvernementale, là, donc par le programme Récine. Donc, il est clair que ce projet-là va se réaliser dans la mesure où il y a des aides gouvernementales pour le réaliser. On pourra bonifier. On a une volonté aussi d'intégrer le bois. Hein, on le sait, le territoire matapédien, la ressource forestière est un élément important. Donc, si on est capable d'intégrer des éléments structuraux ou d'esthétique au niveau du bois, ça nous permettrait de bonifier là, les aides gouvernementales. Donc, à la dernière séance, le Conseil a décidé de l'orientation. Maintenant, il faut déposer au programme admissible. On va faire ça au cours des prochains jours, ensuite attendre des réponses au début de l'été. Donc, et aussi, là, c'est pas une surprise là, pour les gens qui suivent l'actualité, c'est un projet qui était dans notre plan triennal d'immobilisation. Donc, ça apparaît dans le budget qu'on a déposé pour l'année 2021. Et on espère là, réaliser ça pour pouvoir être relocalisé à l'automne 2022. En terminant, j'avais envie de vous parler, j'en ai parlé un petit peu avec Chantal Lavoie au début de l'émission, concernant la préfète de la MRC de la Matapédia. L'UMQ lance une campagne pour dénoncer l'intimidation que vivent de nombreux élus. Je voulais juste savoir en terminant, qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne? Bon, en fait, c'est drôle, on était trop tard pour la passer à la séance précédente, donc on va nécessairement adopter une déclaration de résolution à la séance du 15 février. On a un petit groupe de travail qui se penche sur la question, un groupe d'élus qui se penche sur la question justement demain, et on va donner un petit plan d'action, mais donc on va, ce dossier-là va faire l'objet de discussion à la séance du 15 février prochain, donc ça va nous faire plaisir là, de vous donner davantage d'informations sur comment la Ville d'Amqui se positionne par rapport à ça, mais on le sait aussi, hein, à l'automne 2021, c'est les élections municipales, donc je pense que notre plan d'action devrait être teinté de cette volonté-là d'intéresser des gens à la démocratie municipale. Parfait, on s'en reparlera après votre rencontre. Merci beaucoup, Pierre Damour, maire d'Amqui. À la prochaine. C'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Bonjour et bienvenue à cette émission d'Actualité. C'est le jour de la marmotte. J'avais tellement envie de blaguer avec vous aujourd'hui. En cette journée de tempête, je me sens excitée. Alors, merci beaucoup, Zoé. On se revoit vendredi. Oui. Puis, peut-être avant pour des détails de la conférence de presse de M. Legault de ce soir. Merci beaucoup, Zoé. Okay. Et merci beaucoup à la maison d'être avec nous encore une fois et d'être si fidèle à nous, la télévision communautaire. Je vous rappelle que c'est notre bye-bye ce samedi. Achetez nos billets, allez voir sur notre page Facebook TVC de la Matapédia. En attendant, quel bien demain matin. On se retrouve vendredi.